qu'il ne faut pas s'inquiéter puisque la présentation sera mise en ligne et j'insiste sur un point. Nous sommes toujours ravis de répondre à vos questions sur le forum d'aide ou directement dans les messages. Si c'est sur le forum d'aide, tout le monde en profite, donc c'est mieux. Mais des fois, vous préférez, et on peut le comprendre, parler directement. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un message, n'hésitez pas. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la présentation sur coûts et financement, unité 6. Et je vous affiche mon écran. Voilà. Et donc, pardon, j'ai un petit problème de synchronisation ici, ça devrait aller, voilà. Je règle mon problème. Voilà, ça y est. Donc, aujourd'hui, l'analyse du coût de l'éducation, les dépenses et les finances dans les diagnostics. Un chapitre extrêmement important puisque nous savons tous, sans sous, il n'y a pas d'éducation. Donc, nous allons parcourir un peu les questions que doit se poser un diagnostic du secteur. Et nous parlerons d'abord de l'utilité de l'analyse, coût, ce que ça coûte, dépenses, ce qui est effectivement dépensé, financement, c'est-à-dire d'où vient l'argent. Ensuite, les principales questions et indicateurs qui guident un diagnostic du secteur en la matière. Et enfin, les sources d'informations et de données. Et pourquoi avons-nous besoin d'analyse du financement et des dépenses de l'éducation? Pour assurer une plus grande cohérence entre le financement de l'éducation et la politique sectorielle de l'éducation. Parce que, nous allons le voir, nous avons des situations où la cohérence n'est pas parfaite et d'autres où elle n'est franchement pas bonne. Je vous donne tout de suite un exemple. Vous avez un budget du secteur et puis en fin de course, on se rend compte que le budget est exécuté à 70%. Quand on analyse un peu, on voit qu'on a payé les salaires et que le reste des dépenses, qui avaient pourtant un budget, n'a pas été exécuté. J'ai vu des cas comme ça. C'est extrême, mais ça existe. Ensuite, ces analyses permettent d'alimenter le dialogue politique. Qu'est-ce que le dialogue politique? C'est donc la discussion entre le gouvernement, les acteurs nationaux, locaux, la société civile. La société civile, ce sont les parents, les ONG, le secteur privé, les partenaires internationaux. Donc, les analyses financières permettent à tout ce monde de dialoguer autour de la politique de l'éducation, en voyant, entre autres, si les moyens de la politique sont assurés, s'ils ne le sont pas, etc. Donc, de disposer d'une base pour les projections financières des programmes de développement de l'éducation. Effectivement, nous avons besoin de savoir ce que le système coûte aujourd'hui et comment, pour pouvoir savoir ce qu'il coûtera demain. Parce que les projections se font à partir du présent. On prend la situation présente et on la projette dans l'avenir. Donc, quand on connaît mal la situation du financement de l'éducation aujourd'hui, on n'arrive pas à projeter. Je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille beaucoup sur les modèles de simulation des coûts de l'éducation. Et vraiment, le gros problème qu'on a dans ces modèles, c'est d'avoir une bonne analyse de la situation d'aujourd'hui pour pouvoir faire les projections. Donc, si nous n'avons pas l'analyse du passé, nous ne pourrons jamais projeter les besoins financiers dans le futur. Et enfin,
ce genre d'analyse est censé améliorer l'allocation des ressources à l'éducation et au sein du secteur de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Améliorer l'allocation des ressources à l'éducation, c'est-à-dire prévoir les besoins du système éducatif en financement dans le futur, d'accord? Et au sein du secteur de l'éducation, je vous ramène à l'équité, aux questions d'équité, aux questions d'équilibre, de cohérence. Parfois, on voit qu'un gouvernement donné met tout son effort sur l'enseignement de base et néglige les autres secteurs. Autrefois, on favorisait énormément l'enseignement supérieur, quitte à oublier les autres sous-secteurs. Donc, l'analyse financière nous permettra de constater de tels problèmes et essayer d'améliorer l'allocation des ressources au sein du secteur, c'est-à-dire les dotations par niveau. Enfin, il y a une note, utiliser des comparaisons internationales pour rendre les stratégies de dépenses et de financement de l'éducation plus efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en comparant notre système à d'autres que nous pourrons voir ce qui diffère chez nous et, à partir de là, analyser, se poser la question de voir si cette différence est une bonne chose ou une mauvaise chose, une chose justifiée ou pas. Voilà. Réfléchissons un peu ensemble et pensez-vous que dans votre pays, il existe une bonne correspondance entre votre politique d'éducation et les allocations budgétaires? Donc, je vous laisse la question telle que, et je vous invite à lever la main pour répondre, s'il vous plaît. Chérif Ousmane, nous aimerions vous entendre. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci Fadi. Merci Chérif. Voilà, au niveau du Sénégal, on peut dire que quand même, il y a relativement une correspondance, je ne dirais pas bonne, mais il y a une correspondance entre la politique d'éducation et les allocations budgétaires. Parce que depuis quelques années, nous sommes dans le budget programme et avec la planification, que ce soit les salaires, que ce soit les intrants, que ce soit tout ce qui doit entrer, que ce soit au niveau des constructions, donc tout est budgétisé. Peut-être il faut dire que ce qui n'est pas budgétisé et ce qui est difficile de prendre en compte, c'est la participation des ménages. Parce qu'à ce niveau, c'est surtout par rapport au public et par rapport aussi à certaines charges, ce sont les ménages qui interviennent directement. Et c'est là où il nous est quand même très difficile de pouvoir capter la participation des ménages pour l'éducation. Mais pour tout ce qui concerne l'État, pour tout ce qui concerne les partenaires techniques et financiers, pour tout ce qui concerne les collectivités, là quand même, il y a relativement une assez bonne correspondance. Ce qui reste maintenant, c'est la participation des ménages. Merci beaucoup.
Merci à vous, Chérif. C'est très instructif. J'en retiens l'importance des budgets programmes. Non, ce n'est pas le nom exact, mais vous voyez ce que je veux dire. Des budgets par programme pour éviter justement les incohérences entre la politique et les allocations budgétaires. Et je vais vous donner juste un exemple de mauvaise correspondance entre la politique d'éducation et les allocations budgétaires. Je dis que je veux un renforcement, moi, État, je dis que je veux un renforcement de la qualité dans l'éducation, mais le budget subséquent, c'est-à-dire le budget qui est préparé après, ne prévoit ni augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire pas plus d'agents, pas plus d'enseignants, pas mieux payés, et par ailleurs ne prévoit pas de matériel pédagogique, didactique. Donc, on peut dire que là, il y en a une correspondance nulle, hein, entre l'orientation politique de l'éducation et les allocations budgétaires. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple de mauvaise correspondance. Ce que Chérif vient de nous donner, c'est un exemple de situation où on force une bonne correspondance, c'est-à-dire les programmes budgétisés, le budget qui s'aligne au programme et non plus à des dotations annuelles comme autrefois. Voilà, donc Effectivement, c'est ça. merci beaucoup, Chérif. Pascal, Merci. merci à vous. Pascal, à vous. Bonjour. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour Fadi. Bonjour. Effectivement, ce que le shérif vient de peindre, c'est pratiquement la même chose en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, il y a un budget programme. Oui. Donc, il revient à toutes les directions de lister les activités, les programmes à mettre en œuvre pour que cela soit pris en compte dans la programmation budgétaire. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelques difficultés parce que lors de la programmation budgétaire, il arrive qu'on ne prenne pas en compte correctement certaines dépenses. Et donc, leur évaluation pose problème plus tard. Je vais donner un exemple concret. En ce qui concerne l'allocation budgétaire pour la prise en charge des élèves affectés dans le privé, au niveau du secondaire, par exemple, que je connais très bien, il arrive que le montant alloué à la prise en charge n'arrive pas à couvrir les frais. C'est-à-dire que les élèves qui doivent être affectés au privé sont plus nombreux qu'on l'aurait prévu. Donc, ça pose le problème de programmation, de projection. Et donc, ce genre de situation est arrivé plus d'une fois, alors que nous sommes dans le budget programme. Donc, c'est ce volet-là que je voudrais relever. Et la projection aussi peut conduire à une mauvaise correspondance entre la politique d'éducation et les allocations budgétaires. Merci. Merci à vous, Pascal. Je me permets de réagir parce que je dis je me permets parce que je ne connais pas aussi bien la situation que vous, mais à mon avis, il y a un problème de programme et derrière ça, et ce problème de programme vient des projections, et le problème des projections vient de données de base insuffisantes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens de prévoir une telle croissance des effectifs vers le secondaire privé. Pourquoi? Ça reste à étudier. Mais effectivement, ça c'est très intéressant comme situation. Merci beaucoup, Pascal. Donc, nous avons maintenant deux excellents exemples d'essais d'alignement des allocations budgétaires sur la politique d'éducation et les deux sont à travers les budgets programmes. Et donc, ISAM nous communique dans le cas de la Tunisie, je crois bien, et malgré l'instauration de la gestion budgétaire par objectif depuis 2012, on trouve une difficulté à lier le volet financier à celui de la performance. Mais alors là,
là, donc c'est une question de performance, donc d'efficacité et d'efficience. Donc, Aïssam, on va laisser votre remarque pour après, effectivement. Nous avons dépassé, là, je pense, hein, la correspondance entre la politique et les allocations. Hein. Nous sommes dans l'efficience. Bien, je pense qu'on peut clore cette discussion parce qu'on va en avoir d'autres. Pardon, Pascal, vous vouliez encore parler? Je vois votre main levée. Ah, c'est bon. Donc, nous allons passer à la question suivante, et qui est une diapo très importante à mon avis, parce qu'elle présente les principales questions qui vont guider le diagnostic du volet financier de l'éducation, donc diagnostic financier. Donc, pour moi, cette diapo est la plus importante de la présentation. Voici les questions. Combien d'argent est dépensé pour l'éducation? Ça, c'est évident. Deuxième question, qui paye donc les sources de financement? Troisièmement, pourquoi faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de ce financement? Quel résultat? Et enfin, la quatrième question, dans quelle mesure les dépenses sont-elles efficientes et efficaces? Vous vous souvenez, nous avions parlé d'efficience et d'efficacité il y a 2 ou 3 séances. Est-ce que vous en souvenez encore? Donc, l'efficacité, ça va être arriver au résultat recherché. Et l'efficience, ça va être arriver au résultat recherché de la manière la plus optimale possible, c'est-à-dire avec le moins de ressources possible. Donc, on se pose la question ici, après s'être demandé combien est dépensé, qui paye, pourquoi faire, on se pose la question de est-ce que c'est bien fait? Est-ce que les dépenses sont efficientes et efficaces? Si elles ne le sont pas, il y aura des gains d'efficacité ou mieux d'efficience réalisables et l'argent dégagé, nous pourrons le mettre ailleurs dans le secteur. Parce que, comme vous le savez, les besoins dépassent toujours le financement disponible. D'accord? Une question sur cette diapo importante? OK, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions plus tard dans le forum d'aide. N'hésitez pas, j'aime beaucoup répondre personnellement. C'est une interaction très positive. Chacune de ces questions, nous allons l'examiner un peu plus en détail. Et tout d'abord, combien est dépensé? Donc, ce sont les dépenses et les coûts. Alors, une définition des dépenses monétaires, le nombre d'unités monétaires effectivement payées pour la prestation de l'enseignement, c'est-à-dire pour tous les biens et services nécessaires à cet effet. Alors, souvenons-nous, il donne un exemple, nous donnons un exemple en dessous. Donc, exemple de services ou biens pour lesquels l'argent est dépensé. Tout ça, c'est évident pour vous. Salaire, donc une dépense courante. Bâtiments et équipements, ça c'est une dépense de capital. Uniformes scolaires, ce sont des fournitures. Et il y en a bien d'autres, évidemment, manuels scolaires, etc. Donc, les dépenses monétaires, c'est la valeur payée pour la prestation de l'enseignement. Voilà. Et ces dépenses peuvent être effectuées par le gouvernement, le secteur public, ou par des entités privées, parents, entreprises, etc. Ça aussi, vous le savez très bien. Nous allons revenir là-dessus de toute manière. Coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est? C'est à quoi un individu renonce pour se former, peut être considéré comme une perte potentielle de revenus.
Bon. Ah oui, en plus, on a un exemple. Donc, imaginez, avant d'attaquer l'exemple, vous avez deux frères jumeaux. Un décide, les deux finissent le primaire en même temps, avec succès. Un rentre directement sur le marché du travail, et mettons, il gagne combien on dit 100 000 CFA par mois. Voilà, mettons 100 000 CFA par mois. Il a eu de la chance par rapport à d'autres. Son frère décide de continuer. Et il va jusqu'à la fin du secondaire, puis il fait une formation technique courte. Il sort et lui, il gagne 150 000 par mois. Alors, qui a gagné, qui a perdu? Parce qu'il faut voir que le frère qui est resté dans le secondaire gagne plus, mais il gagne plus tard. Pendant ce temps-là, son jumeau a accumulé des revenus pendant tout le temps que lui étudiait. Vous voyez, c'est ça le coût d'opportunité. C'est-à-dire que le jumeau qui a continué, il a renoncé à 100 000. S'il vous plaît, vous pouvez, Adama, éteindre votre micro. Merci. On a perdu Fadi. Il a été déconnecté. Oui, je pense qu'il y a un problème de connexion. Ouais. Bon, on va On patienter un peu. Et Ouais. oui, je cherche la présentation. Voilà. Donc, je passerai le calcul, mais si vous voulez, nous pourrons le faire sur le forum d'aide. Essayez de le faire. Voilà. Si vous avez un problème, posez la question sur le forum d'aide et nous essayerons tous ensemble de trouver la solution. C'est un problème assez facile. Il faut juste réfléchir un petit peu à la logique de la chose. Voilà. Donc, vous avez un devoir de plus, facultatif, c'est de calculer le coût d'opportunité pour Jean et de sa famille, ou mieux de vérifier le calcul qui est porté ici. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Peut-être je vous reproposerai
un exercice sur le forum d'aide, sur le coût d'opportunité. C'est très important pour nous d'être familier avec le coût d'opportunité parce que c'est une des raisons de l'abandon de scolarisation, entre autres primaires, ce sont les coûts d'opportunité, visibles ou invisibles. Quand on enlève un enfant à sa famille et que cet enfant aide la famille, nous créons un coût d'opportunité à la famille et il n'est pas toujours chiffrable. Je passe à la question suivante. Combien est dépensé pour l'éducation en termes relatifs? Donc, nous sommes toujours dans la question principale, combien est dépensé? On peut formuler la question en ces termes, quelle part de sa richesse, mesurée par le PIB, un pays consacre-t-il à l'éducation? C'est un indicateur important parce qu'il permet les comparaisons internationales et donc à un pays de se situer par rapport aux autres pays, mais aussi de se situer dans le temps. Je vais m'expliquer. Donc cet indicateur, c'est dépenses d'éducation en pourcentage du PIB. PIB, produit intérieur brut. D'accord? Parce qu'en principe, une augmentation du PIB génère davantage de ressources. Et normalement, pour le gouvernement, si elle augmente ou elle maintient ses recettes fiscales, puisqu'elle s'applique à plus d'unités, et pour les individus, s'ils bénéficient de la croissance. D'accord? Donc, qui pourraient être, mais ne sont pas nécessairement consacrés à l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il arrive que le PIB augmente, alors en valeur absolue, hein, c'est-à-dire la richesse nationale augmente, mais l'augmentation n'est pas répercutée sur le secteur de l'éducation. J'ai eu il y a quelques années un cas typique au Koweït, qui est un pays très riche, très très riche, où suite à une augmentation du pétrole, le PIB est monté en flèche, mais la part de l'éducation dans le PIB, c'est-à-dire l'indicateur que nous voyons ici, dépenses d'éducation en pourcentage du PIB, elle a diminué. Pourquoi? Parce que les dépenses d'éducation ont été maintenues comme elles étaient. Donc, le dialogue politique autour de ça était, de la part du secteur éducatif, la revendication était le PIB a augmenté, il faut reverser partie de cette augmentation au secteur éducatif à travers le budget. La réponse du gouvernement était, ou de l'État plutôt, était non, parce que dans notre pays, le secteur éducatif est déjà très gâté et les professeurs sont très bien payés, les salles de classe sont de taille réduite, nous ne voyons pas de raison de payer plus. Donc là, la part de l'éducation dans le PIB a baissé, mais c'est parce que le PIB lui-même avait augmenté. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un lève la main? Je commente un petit peu plus. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Le PIB me permet, la part des dépenses d'éducation dans le PIB, soit les dépenses en pourcentage du PIB, me permet d'une part de me positionner dans l'environnement, c'est-à-dire me comparer à d'autres pays avec des situations plus ou moins semblables, pour voir si je favorise mon secteur ou pas. Mais il me permet aussi de suivre dans le temps l'évolution de mon effort vers le secteur éducatif, c'est-à-dire si en 2013, je consacrais 3% de mon PIB au secteur éducatif
et qu'en 2018, je n'en consacre plus que 2%, ça veut dire que de gré ou de force, le secteur éducatif compte moins dans l'effort de la nation en 2018 qu'il ne comptait en 2013. Vous verrez cela dans le cas Bogo, où c'est la situation inverse, mais c'est un indicateur extrêmement important. Nous passons donc à une question et, qui va être traitée. Ah, oui, oui. Oui, pardon. On ne vous reçoit pas. Pascal Allô? a une question. Pascal a levé la main. Ah, merci. Oui. Allez-y, Pascal. En fait, ma question est relative à ce que vous venez de dire Oui. sur la diminution de la part des dépenses publiques affectées, allouées à l'éducation. Oui. De 3%, on passe à 2%. Oui. Et ça veut dire que l'État a fait un choix de ne pas trop consacrer des ressources à l'éducation. Mais est-ce que c'est forcément cette raison seulement? Vous avez peint le cas du Koweït, où il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été déjà réalisés, et donc il n'y avait plus de réel investissement à faire pour l'État. Donc, en ce moment, est-ce qu'on peut dire que l'État n'accorde plus trop d'importance à l'éducation? Est-ce que c'est bien de le dire comme ça? Parce qu'on constate une diminution. Est-ce qu'une diminution correspond forcément au fait que l'État n'accorde plus trop d'importance à l'éducation? Voici ma question. Merci. Merci beaucoup, Pascal, pour cette question. Vous soulevez là une situation de négociation, en fait, où et les deux points de vue s'opposent, le point de vue des acteurs du secteur et le point de vue de l'État s'opposent au sens où l'État ne voit pas la nécessité d'investissement supplémentaire parce qu'il a d'autres secteurs aussi à suivre et il estime que l'éducation se porte bien, alors que l'éducation connaît les besoins de son propre secteur et sait qu'ils ne sont jamais complètement satisfaits. C'est normal parce qu'une fois qu'on atteint un certain niveau de qualité, on vise le niveau de qualité supérieur. Par exemple, des classes moins chargées, l'éducation inclusive, la prise en charge comment dirais-je, des besoins spéciaux, etc. Donc, nous avons une négociation entre deux points de vue opposés. Et moi, je ne dirais pas que, dans le cas du Koweït, que le Koweït se désintéressait de son secteur éducatif. Pas du tout, non. Mais il avait une autre stratégie que le secteur éducatif. Il avait d'autres priorités. À partir du moment où il a reçu plus d'argent, il est allé l'investir dans d'autres secteurs. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci, merci. C'est bon, la réponse me convient. Ah, d'accord, merci. Sinon, nous pouvons étendre la discussion après. OK. Merci. Merci, Pascal. Donc, une question à laquelle nous allons répondre sur Menticorp. Dans votre pays, de mémoire, et nous n'avons pas besoin. Non, ce sont des tranches, ne vous inquiétez pas. Hein. Quel est le pourcentage du PIB consacré au secteur éducatif, à l'éducation? Donc, en fonction de vos souvenirs, ne vous inquiétez pas de l'année ou juste la dernière donnée que vous avez en tête. Je vous invite à aller sur Menti et entrer le code 6186 7651 et répondez à la question. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup. Je pense que nous avons un échantillon suffisant là pour avoir une bonne idée de la part du PIB consacré à l'éducation. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et me dire, en regardant ce graphique, grosso modo, où est la moyenne de vos pays? Pascal, merci de répondre, c'est gentil. On vous écoute. Merci. Au vu des statistiques qui sont présentées par Mentimeter, Oui. On constate que la moyenne, c'est entre 3 et 4. Voilà, c'est bien ça. Entre 3 et 4. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on a une distribution bimodale, hein, avec 2 et 3 et plus de 4, mais ça, c'est parce que nous avons très peu de réponses. C'est assez illusoire. Mais de mémoire, effectivement, en général, la part du PIB consacrée à l'éducation est entre, effectivement, vers 3%, 4%. Donc, vos réponses sont fidèles à la situation, hein. Voilà. Bon, merci beaucoup. On peut passer à la suite de la présentation. Pardon, merci. Et je reviens à la présentation. Voilà. Donc, entre 3 et 4% en moyenne, et vous avez des situations bien diverses, puisque nous avons vu des 1%, il y en avait au moins un, ce qui est intéressant, mais malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus avant dans ces données. Nous sommes toujours sur la question combien est dépensé pour l'éducation, mais cette fois-ci, on va le prendre en termes relatifs. Et nous arrivons à la part, au budget du gouvernement. Et nous nous posons la question, quelle est la part du budget du gouvernement qui est consacrée à l'éducation? Et nous en tirons un indicateur, budget de l'éducation en pourcentage du budget global du gouvernement. Donc, on prend le budget de l'éducation, on le divise par le budget du gouvernement et on tombe sur une valeur qui est en général aux alentours de 20%, en tendance, hein. C'est un résultat très grossier que je vous donne là. Qu'est-ce que c'est que ces 20%? Eh bien, c'est ce que le pays accepte d'attribuer, d'allouer à l'éducation. 20%, c'est un cinquième quand même, c'est presque un quart du budget de l'État qui va à l'éducation. Ça peut monter au-delà, hein, jusqu'à 30%. Je crois que la part dans le cas Bogo est très haute et de l'ordre de 30% si je me souviens bien. Bon. Donc, cet indicateur mesure la préférence vers l'éducation, puisque l'éducation est en concurrence avec de nombreux autres domaines de recevant du financement, dont certains critiques et prioritaires, comme la santé, les infrastructures, la sécurité, beaucoup de secteurs qui peuvent être jugés prioritaires, l'éducation n'est pas le seul, et donc on mesure l'effort du gouvernement vis-à-vis de l'éducation sur ses fonds propres. Mais rendez-vous compte, au milieu de tant de secteurs prioritaires, 20%, 25%, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut garder à l'esprit que le secteur éducatif est très consommateur en ressources humaines. Ce sont les enseignants et tous les personnels qui les accompagnent. C'est ce qui fait le coût essentiellement de l'éducation, les enseignants. Et ça explique cette part importante du budget total du gouvernement.
Maintenant, on passe à la deuxième grande question. La première était qu'est-ce qu'on dépense? Maintenant, qui paye? Donc, quelles sont les sources de financement? Évidemment, le gouvernement, à travers les budgets publics, mais pas seulement le budget central. Vous avez aussi les budgets régionaux, provinciaux, et puis les budgets locaux. Et dans les pays anglophones, c'est plus, par exemple, les pays d'Afrique anglophone, c'est beaucoup plus décentralisé que dans les pays francophones. Donc, vous aurez beaucoup de dépenses qui seront faites au niveau du district, de la commune, mais ça reste des dépenses publiques, hein, une source de financement public, et donc qu'on oppose aux autres sources de financement comme privé. Hein. Alors, privé, vous avez trois, je dirais, sources, essentiellement. Vous avez les parents, donc les ménages. Vous avez les entreprises, hein, donc le secteur privé, à travers des mécanismes comme des bourses aux écoles, tout ce qui est soutien des dispositifs d'apprentissage, etc. Donc, ménage, privé et ONG. Toutes les ONG ne sont pas dans les partenaires au développement. Et enfin, externe. Donc, tout ce qui est soutien au projet, soutien au programme, fonds communs multidonateurs, fonds de donateurs directement, soutien budgétaire sectoriel, soutien budgétaire général. Donc ici, on décline les formes du support externe. Mais le support externe viendra soit d'organisations internationales, en général, hein, soit d'organisations internationales, soit de pays qui supportent l'éducation. Toujours la question qui paye. Quelques questions centrales. Le financement, bien faire la part entre le financement public et le financement privé de l'éducation pour éviter les déficits budgétaires, éviter l'accroissement de la pauvreté ou des inégalités. C'est-à-dire que le secteur public peut s'appuyer sur le privé pour l'épauler dans son effort d'éduquer la nation, mais il doit garder l'œil sur la bonne utilisation et l'utilisation cohérente des fonds pour éviter justement les déficits, éviter les inégalités, donc maintenir l'équité. Le financement est-il centralisé ou décentralisé? Donc, ciblage pour éviter le gaspillage, on tend à décentraliser, mais on garde une partie du financement centralisé pour éviter des disparités géographiques croissantes et donc perdre l'objectif d'équité. Financement national ou externe? Le financement externe, à travers les partenaires au développement, est très intéressant parce qu'il permet à l'État d'assurer notamment des investissements là où les partenaires souhaitent investir, dans la mesure où lui n'en a pas les moyens pour des raisons de limitation budgétaire, mais en même temps, le secteur public visera à éviter les dettes au cas où l'intervention se ferait sur prêt et non sur don, et aussi et surtout une dépendance croissante à l'égard des financeurs externes. Quelle est cette dépendance? Certains financeurs, certains partenaires viennent et aident sans poser de conditions, parce que ça les arrange politiquement d'aider.
C'était il y a très longtemps le cas de la Suède en Guinée-Bissau. La Suède était, je crois, quasiment l'unique partenaire en Guinée-Bissau à l'époque, c'est il y a bien longtemps. Il ne posait aucune condition, absolument aucune. Il participait au financement du secteur éducatif, qui était très malade, mais il ne posait aucune condition. Dans d'autres situations, le partenaire voudra aider, mais posera des questions. Par exemple, un certain pays souhaitera appuyer l'enseignement technique, mais l'enseignement technique seulement. Et il posera des conditions sur l'accès à l'enseignement technique qui peuvent déranger le pays, aller contre sa politique de développement du secteur éducatif. Donc, le secteur public aura toujours un œil sur la dépendance qu'il a vis-à-vis des partenaires. Nous allons maintenant regarder ensemble, toujours dans la question qui paye, les mécanismes de financement de l'éducation. Voilà, vous avez les établissements d'enseignement, d'accord, qui vont être financés par le ministère de l'Éducation à travers éventuellement les bureaux d'éducation, c'est-à-dire une administration intermédiaire qui peut être très bien la direction provinciale ou la direction de district de l'éducation. Mais le ministère, donc le secteur public, n'est pas le seul à financer les établissements. Nous avons aussi les parents qui peuvent soutenir directement l'école, on va l'appeler l'école, l'établissement d'enseignement, on va l'appeler l'école pour simplifier, peuvent soutenir directement l'école à travers des annuités, par exemple, mais aussi aura des dépenses en dehors de l'établissement qui servent l'éducation. Mettons, dans certains pays, l'uniforme. Ce sont les parents qui payent l'uniforme. Donc, il s'agit d'une dépense d'éducation à travers du matériel qui vient des ménages, mais qui ne passe pas par le canal de l'école. Et l'établissement a ses fonds générés en interne. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Si l'école a un potager et qu'elle produit, pour des raisons pédagogiques, elle produit des fruits et légumes, elle peut très bien les revendre et ainsi avoir des fonds générés en interne. Dans l'enseignement technique, c'est fréquent. Les écoles techniques, les lycées techniques peuvent très bien vendre leur production qui est faite à titre, pour des raisons pédagogiques, mais ils en profitent pour alléger les charges financières qui pèsent sur eux. Enfin, autre acteur qui paye, le secteur privé, qui peut appuyer directement les établissements pour différentes raisons. Et le monde extérieur, oh là là, ça se complique, le monde extérieur, sans doute à travers les organisations internationales, les ONG étrangères, les partenaires, les gouvernements partenaires, qui peuvent appuyer le système financier, la chaîne financière à plusieurs points. Ils peuvent appuyer le ministère, ils peuvent appuyer les autorités gouvernementales, régionales et locales, dans lesquelles on aurait pu peut-être glisser les bureaux d'éducation. Vous voyez, on aurait pu mettre une flèche ici à travers des autorités régionales au bureau d'éducation, ce n'est pas grave. Et donc, directement aussi, les établissements, ça se voit de temps en temps, les partenaires qui appuient directement certains établissements. Vous voyez, voici une chaîne de financement
comment dirais-je, de distribution des fonds d'allocation qui est bien intéressante. Donc, ce graphique, ce schéma, vous l'avez bien sûr dans la présentation qui sera mise à votre disposition en ligne. Bien, réfléchissons ensemble maintenant. Il s'agit d'une discussion et non d'un Mentimeter. Et demandons-nous, dans votre pays, existe-t-il d'autres sources de financement que celles qui sont indiquées dans le schéma de la diapositive précédente? Je vais donc vous lever la main pour participer, mais je vais revenir au schéma précédent pour que vous ayez les sources sous les yeux. Pas de réaction encore. Entre nous, ce graphe, ce tableau est assez exhaustif. Je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter. Parce que tous... Fadi, oui, je vous écoute. Oui, Fadi, c'est Pascal. En fait, je voudrais savoir, à travers ce graphe-là, autorités gouvernementales, régionales et locales, est-ce Oui. qu'à l'intérieur, il y a les collectivités locales? Bien. Parce que je voudrais voir s'il y a une merci. question. Eh bien, vous avez raison et vous répondez en fait à la question parce qu'il y a les collectivités locales. Et si elles le sont non publiques, c'est-à-dire que c'est l'initiative des familles. Les mutuelles de développement. Voilà. Chez nous, à Côte d'Ivoire, il y a les mutuelles de développement, il y a des cadres qui font des réalisations pour le service public. Voilà. Donc, voilà. Certains me mettent ça dans le secteur privé, mais oui, secteur privé à titre non lucratif. Je préfère votre expression, à savoir d'initiatives locales, de communautés, d'efforts communautaires. Non, on pourrait ajouter, très bien Pascal, on pourrait très bien ajouter sur ce graphique les communautés, effectivement, en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne croisent pas les autres, effectivement. Et à côté de parents, sans doute. Ça serait bien. Oui, merci beaucoup. On va passer, parce que le temps coule, malheureusement, on va passer à... Issam aussi. Issam avait une remarque, comme quoi il pense que la société civile et les associations dans le schéma. Il manque la société civile et les associations dans le schéma. Merci, c'est exactement ce que soulignait Pascal. Donc, nous sommes d'accord. Merci, Issam. Tout à fait. Merci. Donc, excusez-moi de sauter un peu vite sur ces diapos, c'est que le temps tourne. Je pense qu'on va tenir les délais. Alors, payer pourquoi? C'est là où se pose la question de la destination des fonds et combien va à quel niveau sous-secteur de l'éducation. Ça, c'est une première sous-question, c'est-à-dire payer pour quel sous-secteur. Donc, ici, on va étudier le pourcentage du budget consacré à l'enseignement à chacun des sous-secteurs, primaire, secondaire, avec secondaire premier cycle, deuxième cycle, enseignement technique, supérieur, etc. Donc, on examine la répartition du budget entre les différents niveaux d'éducation. Déjà, ça nous donne une première idée de à quoi sert le budget. Deuxième type de question, quel type de dépenses? Donc, ce sont des investissements à long terme ou pas? Donc, ce qui va nous donner, ça, on va le voir à travers les dépenses en capital. On peut, par exemple, calculer le pourcentage de dépenses en capital dans l'ensemble des dépenses. Et vous avez la seconde catégorie, les dépenses récurrentes. C'est donc les biens et services dont l'utilisation est immédiate et on met une barrière à renouvellement dans 1 an ou moins.
Par exemple, les salaires. Par exemple, toujours le problème des manuels scolaires. Certains les mettent en investissement, mais normalement, ils devraient aller en fonction, en dépenses. Et voilà. Et tout ça. Les coûts fixes sont ceux qui ne sont pas présents. Ça, c'est un détail de l'analyse. Ne vous attachez pas trop à cette distinction. Je pense que les deux précédentes sont beaucoup plus importantes. Maintenant, une question, sous-question extrêmement importante. Quel est le montant consacré à la rémunération du personnel? Donc, combien reste-t-il pour d'autres activités liées à la prestation de services éducatifs? Quel est le juste équilibre? Alors, dépenses salariales, on peut calculer, par exemple, l'indicateur qui n'est pas indiqué ici, à savoir pourcent des salaires dans les dépenses récurrentes ou courantes. Indicateur très important parce qu'il vous indique justement ce qui est laissé aux autres postes, les postes non salariaux, c'est-à-dire tout ce qui va, en théorie, bénéficier la qualité, par exemple, curricula, manuel, allocation, etc. Entretien, maintenance. Voilà, donc l'indicateur clé ici, et qui est très, très important dans une analyse, c'est pourcentage des dépenses de personnel dans les dépenses courantes. Alors, justement, on va, sur Mentimeter, essayer de... Fadi, oui, il y a je vois. Voilà, il y a d'autres remarques dans le chat. D'accord, alors je vais les lire. Essayer de les prendre dans l'ordre. D'accord. Pascal qui nous demande, je ne vois pas l'éducation de la petite enfance. Est-ce compris dans l'enseignement? C'est vous qui voyez dans votre diagnostic qu'est-ce que vous faites de la petite enfance. D'abord, est-ce que vous la séparez entre maternelle et préscolaire ou pas? Ensuite, est-ce que vous faites un ensemble avec l'enseignement primaire ou pas? Il est toujours bon, je pense, d'analyser à part et ensuite de regarder le bloc, l'ensemble pré-primaire, primaire. Ensuite, Abdul Fattah nous dit, j'ai voulu ajouter la diaspora et les contributions individuelles. Effectivement. Donc ça va passer nous avons les catégories. Certains pays, c'est un facteur très important où la diaspora va contribuer à financer le secteur éducatif. Exactement. Bien, j'en viens à la question. Sur Mentimeter, s'il vous plaît, dans votre pays, combien d'argent reste-t-il pour payer des rémunérations courantes hors salaire? Si vous vous souvenez, voilà. Donc, ça, c'est le complément à 100% de la part des salaires dans les dépenses courantes. Par exemple, si les salaires, ça fait 80%, ici, vous cocherez entre 10 et 20%. Donc, voilà, oula, plus de 30%, c'est bon.
Merci beaucoup pour vos contributions. Vous pouvez continuer si vous êtes toujours branché. Alors, le commentaire est simple. A priori, plus ce pourcentage est élevé et plus ça veut dire que le budget tient compte de l'environnement de qualité. À discuter, hein, parce que ça peut aussi signifier des salaires trop bas. Mais, à contrario, il est toujours inquiétant d'avoir moins de 10%. Ça veut dire que l'État ne fait que payer les salaires. Et donc, plus de 30% est très encourageant si les conditions de travail sont des conditions de qualité. C'est tout à fait encourageant. Et j'ajoute juste un mot, c'est que les budgets programmes favorisent énormément la réallocation des dépenses courantes, des salaires vers les autres postes. Parce que ce qui se passait il y a 30 ans, c'est qu'on préparait un budget en respectant les salaires et après on voyait pour le reste. Ce qu'on comprend et ce qui est toujours vrai, mais on oubliait simplement le reste, où on reconduisait des enveloppes qui en général n'étaient pas consommées parce que quand les gens voulaient acheter du matériel, eh bien, l'argent n'était pas là, n'était pas disponible. Du coup, on se retrouvait à l'exécution avec des pourcentages des salaires de plus de 90%, c'était très fréquent. Et donc là, avec les budgets programmes, ça va quand même bien. Merci pour vos réponses. Nous quittons, voilà, et nous reprenons la présentation. Slide suivant. Quelles sont les sources de données sur donc, le budget et les coûts? Donc, il y a le budget du gouvernement, il y a le budget exécuté, donc rapport d'exécution. Ensuite, ça c'est pour les dépenses du secteur public. Ensuite, il y a sources, tout ce qui vient des ménages et des familles, les enquêtes auprès des ménages, quand il y en a, et quand elles sont accessibles. Et malheureusement, ce ne sont pas toujours des données très récentes. Et en fait, les recensements scolaires. Alors, pourquoi les recensements scolaires? Eh bien, parce que souvent, nous avons besoin de rapporter ces dépenses au nombre d'élèves et d'enseignants. Voilà. Les lois et règlements administratifs pour voir le bien fondé, la pertinence des dépenses, les comptes audités des institutions gouvernementales, les rapports du secteur privé et des ONG. Et ici, nous avons un problème parce que le secteur privé et les ONG ne rapportent pas forcément. Et rapport des partenaires au développement, alors là, je vous dirais que même problème, hein, il y a des partenaires au développement qui ne donnent pas leurs données. Tous disent qu'ils les donnent, mais il y en a malheureusement qui ne sont pas très pressés de les donner. Voilà. Donc, je dirais que le plus important était dans la diapo d'avant, à savoir l'exécution du budget, et puis aussi l'enquête auprès des ménages, hein, qui est importante pour avoir une idée des dépenses des familles, qui est un secteur important et qu'on ne mesure pas facilement. Alors, vous vous souvenez de l'efficacité et de l'efficience. C'est donc la dernière question qu'on se pose, c'est l'efficacité et l'efficience de ces dépenses d'éducation. Donc, l'efficacité, ça va être obtenir les résultats escomptés. L'efficience, ça va être les obtenir au coût le plus bas possible. Donc, faites attention à ce qui est présenté dans la diapo. Ce n'est pas tout à fait...
enfin, ce n'est pas bien présenté, je me rends compte seulement maintenant. Ici, c'est la définition de l'efficience. Hein, d'accord? Bon, alors, les indicateurs de substitution commun de la rentabilité. Pourquoi de substitution? Parce qu'on n'en a pas de direct. Les coûts unitaires, par exemple, le coût unitaire de l'enseignement primaire. À quoi ça sert? C'est un indicateur synthétique. Donc, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, vous voyez, c'est comme pour les pourcentages de l'éducation dans le PIB, je peux comparer le coût unitaire d'un élève dans l'enseignement primaire dans mon pays à celui des pays voisins. Mais je peux aussi le suivre dans le temps et donc c'est un bon indicateur des changements. Quel changement? Si vous réduisez la taille des groupes pédagogiques, immédiatement le coût unitaire augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'enseignants par élève. En fait, il y a moins d'élèves par enseignant. Donc, ça revient à dire qu'il y a plus de fractions d'enseignants par élève, donc ça coûte plus cher, le coût augmente. Mais si le coût augmente, le coût unitaire augmente sans qu'il y ait augmentation de la qualité, il y a un problème. Et il faut que le diagnostic s'attaque au problème, essaye de le détecter. Enfin, nombre moyen et coût des années d'études nécessaires pour produire un diplômé. Je pense que vous vous souvenez, je crois que c'était en module 3, vous avez fait coefficient d'efficacité interne, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Et donc, l'indicateur inverse, c'est le nombre moyen d'années d'études pour produire un diplômé, quel que soit le niveau où on fait le calcul. Hein. En multipliant par le coût, j'aurai le coût moyen de la formation du diplômé. Moins il y a de renouvellement, moins ça coûte cher. Plus c'est efficient. Et plus le coût unitaire baisse. Est-ce que vous voyez? Je continue. Ça, ce menti, on va le faire parce que, de mémoire, seulement si vous vous souvenez, une idée grossière, dans votre pays, quel est le multiplicateur entre le coût unitaire de l'enseignement primaire et celui de l'enseignement supérieur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Quel est le rapport du coût unitaire du supérieur divisé par le primaire? Bon, c'est parfois un rapport de 1 à 7, parfois de 1 à 9. Nous aimerions bien savoir, si vous vous souvenez, bien sûr, et si vous êtes capable de nous donner ça. Donc, nous allons sur Menticom. Oui. Désolé, hein, ce n'est pas une question très facile parce qu'on n'a pas toujours en tête. Il faut l'avoir vu, cette donnée, souvent à travers justement un diagnostic du secteur. Moins de 3, c'est intéressant. Voilà. Entre 5 et 7. Oui, merci. Alors, c'est compliqué à analyser. Hein. En général, c'est 5 et plus. Hein, en général. Comme vous le voyez, d'ailleurs. Merci pour vos contributions. Très bien. Mais c'est délicat parce que de quel coût unitaire parlons-nous? Du coût unitaire public ou du coût unitaire total? Le coût unitaire total va introduire les contributions des partenaires autres que publics, par exemple des entreprises, les partenaires, etc. Et donc, c'est un peu délicat à comparer. Il faut bien préciser de quoi on parle.
Alors là, à travers vos réponses, c'est manifestement votre moyenne est entre vers 6, c'est-à-dire qu'un étudiant du supérieur coûtera 6 fois plus cher qu'un élève de l'enseignement primaire. Merci beaucoup. On revient à la présentation et je vous montre à nouveau la présentation. Voilà. Merci de vos réponses. Donc, quelle est la définition du coût unitaire? Qu'est-ce que c'est que le coût unitaire? Ce n'est pas compliqué du tout. Le coût unitaire, c'est l'ensemble du coût, tous les coûts fixes et variables, tout sommé, divisé par le nombre de bénéficiaires. Donc, comme nous sommes dans l'éducation, le bénéficiaire en général, c'est l'élève ou l'étudiant. On somme tous les coûts, hein, tout absolument, et on le divise par le nombre d'élèves. Et nous avons le coût d'un élève. Mais ça pose des problèmes. Et le principal problème, regardez ici, terrain, équipement. Mais oui, mais si j'achète un terrain pour une école en l'année 2020, et voilà, en 2021, le terrain est là. C'est un terrain de sport, voilà, une halle de sport. Et donc, on va avoir un coût unitaire en 2020 qui sera astronomique par rapport à 2021 pour cet établissement. Vous voyez la situation. Donc, on va souvent s'intéresser au coût unitaire récurrent ou coût récurrent unitaire. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire toutes les dépenses qui sont annuelles, qui sont instantanées, par exemple les salaires, matériel pédagogique léger, manuels scolaires au sens si on les prend comme dépenses récurrentes, etc. C'est beaucoup plus sûr de travailler sur le coût récurrent unitaire, le coût unitaire récurrent, que d'aller sur le coût total qui introduit des investissements lesquels bénéficient à plusieurs années successives. Nous n'allons pas aller plus loin dans cette discussion parce que ça soulève des questions techniques, mais ayez à l'esprit qu'il y a un risque quand on parle de coût total, c'est est-ce que les investissements sont dedans ou pas. Bien, cette réflexion, on va la sauter, sinon je vais vous retenir au-delà de l'heure et en plus, j'ai trouvé les discussions que nous avons vues plus intéressantes que celle-ci. Alors, toujours dans l'efficacité et l'efficience, l'efficacité de l'investissement dans l'éducation, donc ça, on va le mesurer ou essayer de le mesurer par la relation entre les dépenses et les résultats visés, avec des exemples d'indicateurs, pourcentage des allocations et des subventions qui atteignent effectivement les bénéficiaires ciblés. Ça, c'est un problème assez grave et qu'on voit malheureusement trop souvent. Et un deuxième indicateur qui est encore plus important, je vous demande de bien le souligner dans vos notes, c'est le pourcentage de l'exécution réelle du budget. En fait, qu'on appelle pourcentage d'exécution du budget. D'accord? Pourquoi? Parce que vous supposez que le financement se fait à travers la direction provinciale. D'accord? Vous envoyez l'argent, donc, des dépenses récurrentes. Les salaires sont exécutés, sinon les enseignants se soulèvent, c'est normal. Après, tout ce qui est équipement, matériel pédagogique, tout ça, c'est mal géré au niveau d'une direction provinciale. Ça traîne, la bureaucratie traîne et on n'arrive pas à engager les dépenses à temps. Et quand l'heure vient, bien c'est trop tard, on n'a plus accès au fonds. Donc, on se retrouve avec un pourcentage d'exécution des salaires à 100% et des dépenses autres que salaires à, mettons, 40%. Dans ce cas-là, c'est important de mesurer
le pourcentage d'exécution. Si j'ai un pourcentage d'exécution de 40% sur les dépenses récurrentes non salariales, ça veut dire que mon système est très malade. Il a de l'argent, il n'arrive pas à le dépenser. Vous voyez. Donc, ça relève effectivement de l'efficacité et de l'efficience. Oui. Je voudrais intervenir sur ce volet-là. Oui. Il y a une réalité chez nous ici que je voudrais évoquer concernant la part, le pourcentage de l'exécution réelle du budget. Oui. En fait, il arrive souvent, à part les budgets alloués au salaire, les budgets pour les dépenses récurrentes là, il arrive souvent que l'argent n'est pas disponible. Oui. C'est-à-dire que le budget dit que vous avez 1 million à utiliser pour Sling et en la réalité, ce n'est pas disponible. Ce n'est pas de l'argent frais disponible dans un compte. Oui. Au moment de vouloir exécuter le budget, il n'y a pas de disponibilité financière. Absolument. Et souvent les ordonnateurs de dépenses ont des réseaux qu'ils utilisent pour disposer de l'argent frais. Parce qu'il y a souvent des urgences. Et cela crée un surcoût, une surcharge. Parce que quand ils s'en vont solliciter des fournisseurs, le fournisseur met à disposition les finances et il y a une plus-value. Je vais dire un bénéfice que le fournisseur impose à l'ordonnateur, au directeur ou bien à celui qui a besoin de cet argent. Et souvent, on se retrouve à un taux. 300%. 300%. Bon, d'accord. Donc, vous savez. Donc, ça fait que... Non, mais attendez. Pascal, regardez à l'ouest. Hein? Ouvrez la fenêtre, regardez à l'ouest. Si vous regardez assez loin, vous avez un pays qui s'appelle Guinée. Est-ce que vous voyez? J'étais très souvent, j'ai duré en Guinée. Et c'est pour ça que je connais le taux. Ça pouvait monter à 300%. Hein? Donc, oui, je sais, effectivement. C'est à souligner, c'est important. Oui, c'est une des grosses plaies de l'efficacité de l'investissement dans l'éducation en Afrique. Oui, c'est ce qu'il faut relever. Bien sûr. Une des grosses plaies. Une plaie, oui. Et un cancer même. Et voilà. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, effectivement, j'ai pensé à la Guinée, ce n'est pas les 300% qui m'ont fait penser, c'est le pourcentage de l'exécution réelle. Et ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les fonds n'étaient pas disponibles. Tout simplement, les salaires étaient honorés en Guinée, à l'époque où j'y étais fréquent. Les salaires étaient honorés. Mais, alors, quand on passait aux autres dépenses, il n'y avait pas. C'est-à-dire que c'était budgétisé, mais que le trésor n'avait pas la réserve. C'était dans le budget, ça n'était pas au trésor. Donc, les gestionnaires du secteur repartaient avec les mains dans les poches, quoi. Ils n'avaient rien, et pas moyen d'obtenir le financement de la qualité. Un problème dramatique. Et ça, donc, les partenaires ou l'État, les auditeurs de l'État qui sont intéressés à faire tourner le système, ils pourront détecter ce genre de problème à partir du pourcentage d'exécution, justement. Merci de votre intervention. Merci. Merci à vous, vraiment. Bon, on passe à la question suivante. Alors, le Menticom, oui, rapidement, d'accord. Pas très facile comme question.
Ah, il y a chorus, là, hein, il y a unanimité presque. C'est bien. On va s'arrêter là parce que, voilà, on ne va pas changer le résultat, c'est bien sûr ça. Alors, du temps de l'EPT, on était sur le premier, c'est-à-dire répartition permettant l'inscription du plus grand nombre d'élèves. Et aujourd'hui, effectivement, si on réfléchit bien, l'efficacité, ça va être une combinaison. Hein. En général, il y a des cas particuliers, bien sûr. Hein, mais ça va être une combinaison des trois caractéristiques et au sens où nous, le rapport coût-bénéfice, bénéfice-coût est le meilleur quand on arrive à dégager des résultats sur ces trois objectifs à la fois. Merci beaucoup d'avoir alimenté cette question qui n'était pas tout à fait évidente. La question, hein, parce que le raisonnement, ça va mieux. Et donc, nous arrivons presque à la fin de cette présentation, mais gardez votre attention parce que je vais vous la résumer et après, je vais vous faire une petite communication. Donc, des dépenses d'éducation efficaces et efficientes dépendent d'une bonne gestion, évidemment, et qui va être la gestion des ressources, en fait. Donc, je vous remercie de votre attention, mais restez avec moi parce que je vais revenir à ce que je pense être la clé de cette présentation et qui est la liste des questions. Combien d'argent est dépensé pour l'éducation? Première question. Nous analysons d'une part les fonds publics à travers les budgets et l'exécution des budgets, qui sont deux choses bien différentes. Nous venons d'en parler. Ensuite, deuxième question, qui paye? Donc là, on va vérifier toutes les sources. C'est variable par pays. Il peut y avoir des intervenants dans certains pays qui sont particuliers au pays. Pourquoi faire? On va analyser la distribution entre les sous-secteurs, entre types de dépenses, et essayer de voir s'il y a 3 points. Cohérence, efficience et équité. C'est très important. Parce que quand vous voyez qu'un étudiant du supérieur coûte 30 fois, je l'ai vu, 30 fois ce que coûte un enfant du primaire et tout le monde n'est pas au primaire, on se pose des questions sur l'équité. Et enfin, dans quelle mesure ces dépenses sont-elles efficientes et efficaces? Ça, le diagnostic est alimenté par plusieurs approches en cours de diagnostic. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Cette présentation va être mise à votre disposition en ligne. Je voudrais vous toucher un mot du devoir que vous avez fait, une grande partie d'entre vous, Renier, dès dimanche. Merci beaucoup pour ça. Les travaux sont de bonne qualité. Malheureusement, j'ai un petit problème qui est comment dirais-je, vous êtes parfois un peu, parfois seulement, un peu mal à l'aise avec comment dirais-je, l'adéquation des indicateurs avec le problème détecté. Pour les problèmes, ça allait parfaitement. Les indicateurs, c'est plus ou moins. Mais ce n'est pas votre faute parce que je soupçonne que notre format n'a pas beaucoup guidé. Enfin, nous pourrons en reparler. Merci de votre participation sur les devoirs et de l'avoir rendu à temps. C'est très, très important parce que nous travaillons au même rythme. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et même celles que vous ne voulez pas sur le forum d'aide et à travers les messages. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous, vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus aussi. C'était très bien. Merci. Merci, Fadi. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci à la beaucoup. semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, passez une bonne journée. À vous de même. Merci. Merci beaucoup.